Bonjour, Christophe Dequesne, vous êtes directeur général de IGN-FI. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et vous êtes accompagné de Monsieur Nassir Oumbo, directeur au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ici en Côte d'Ivoire. Merci. On va commencer par vous, Christophe Dequesne. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sécurisation foncière? Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi est-ce que, selon vous, c'est un passage incontournable pour atteindre les objectifs de développement? Voilà, donc IGN-FI, qui était à l'origine une société qui faisait de la cartographie, rénovait les fonds cartographiques de beaucoup d'États et notamment africains, avec l'essor du numérique et de l'information géographique numérique qui est devenue une véritable infrastructure, au même titre que les routes ou que d'autres choses, et qui sert à de nombreux axes de développement de tous les pays. Eh bien, c'est également ces métiers qui sont utiles sur le foncier. Et les problématiques foncières dans les pays en développement sont bien sûr cruciaux, puisque sans sécurisation foncière, pour le citoyen, pour les investisseurs, vous avez un frein au développement. C'est ce qu'ont bien compris les bailleurs de fonds qui financent des projets de sécurisation foncière dans lesquels nous intervenons depuis maintenant une dizaine d'années avec des succès notables. Et on espère Lesquels continuer. par exemple? Pardon ? Lesquels par exemple? Eh bien, notamment, nous avons, dans les années 2010, travaillé beaucoup en Afrique de l'Est, curieusement, avec des financements Banque mondiale, en Ouganda et en Tanzanie. Et c'est finalement grâce à ces projets que la Côte d'Ivoire s'est intéressée à ce que nous faisions. Alors justement, Nassir Oumbo, est-ce que vous pouvez nous présenter le processus de digitalisation dans lequel s'est engagé votre ministère? Quels sont les enjeux et les conséquences de cette transformation? Merci. En Côte d'Ivoire, nous avons connu des difficultés en matière foncière, particulièrement sur des délais de délivrance des actes très longs, des litiges et des contentieux. Environ 70 à 80% des litiges traités par la Cour suprême aujourd'hui sont des litiges liés au foncier. Et à partir de ce moment, donc, nous avons réalisé une étude de schéma directeur de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Nous avons identifié, en faisant un benchmark, IGN-FI, une entreprise française qui réalisait ce type de projet en Ouganda et en Tanzanie. Et donc nous avons fait appel à eux. Et avec l'assistance de BPI qui a accepté de financer le projet, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain qui consiste, sommairement, à la dématérialisation de l'ensemble de la documentation foncière qui date de 1906 et qui de 1906 à maintenant est traitée manuellement. Une remise en question en fait, de l'ensemble des procédures de délivrance d'actes en faisant du process engineering pour les optimiser, la mise en place d'un système d'information intégré pour que l'ensemble des acteurs de l'administration puissent travailler sur un référentiel unique. La question du foncier en Afrique, sur tout le continent, d'est en ouest, du centre au sud, est une question incontournable qui n'avait pas été numérisée jusqu'à présent, ou du moins il y a si peu de temps. Non seulement il n'est pas numérisé, mais bien souvent il n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que non seulement donc, les systèmes que l'on met en place, notamment ici en Côte d'Ivoire, vont pouvoir accélérer, sécuriser les procédures sur les titres qui existent ou sur les titres que vont émettre le ministère. Mais dans l'autre étape, c'est dans bien d'autres pays, c'est aussi de compléter le cadastre et que les citoyens dans tous les pays aient des titres fonciers à terme. Donc ce sont des projets complets sur souvent quelques décennies. Messieurs, votre alliance, le fait que vous travaillez ensemble, est une illustration de ce que veut cette journée de BPI France. Un échange de compétences? Tout à fait. Je pense que pour BPI, c'est un projet un peu emblématique, puisque déjà c'est en Côte d'Ivoire, un projet assez important sur un secteur de développement très important. Et nous, c'est la première fois qu'on arrive sur un domaine comme ça, avec un financement avec nous. Souvent, on répond à des appels d'offres et on doit les gagner. Là, c'est vraiment novateur et je pense que ça illustre très bien la journée. Oui, et pour nous, c'est une excellente opportunité, mais aussi il y a quelque chose d'original dans l'approche. Pour une fois, on va réaliser un projet étatique, mais avec un financement privé.
on a fait le choix de chercher un financement privé parce que le financement privé nous rend d'abord plus efficace et nous permet de délivrer en un temps plus restreint. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant pour nous en tant qu'État sur ce type de financement. De projet. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès à votre alliance. Bonjour Jean-Mathieu Montalegre, vous êtes directeur Afrique de BESAC. Merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de BESAC Afrique et ses activités, ses ambitions futures ? Bien sûr, donc la société BESAC est la filiale du groupe Vinci spécialisée dans la construction de tunnels et micro-tunnels de petit diamètre dans les domaines d'activité qui sont l'assainissement, l'eau potable, l'eau pluviale, les émissaires de rejets en mer, ainsi que des métros. Et donc l'entreprise BESAC est basée à Toulouse, donc en France, fait environ 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et depuis 10 ans, nous avons réalisé environ 200 km d'ouvrages sur les 4 coins du globe. Et après quelques belles références en Afrique, notamment au Maroc, en Algérie et en Guinée équatoriale, nous avons décidé de créer la structure BESAC Afrique, qui est opérationnelle depuis début d'année, basée à Abidjan, pour pouvoir mieux rayonner donc, sur l'ensemble de la zone Afrique. Alors, en quoi justement les solutions que vous proposez chez BESAC peuvent-elles répondre aux problématiques qui sont rencontrées par les grandes villes africaines comme Abidjan, Cotonou, Dakar ? Alors nos solutions sont très adaptées en effet sur les grandes villes africaines de type Abidjan ou autres grandes villes en effet où tout s'est construit beaucoup plus vite en surface qu'en souterrain, ce qui fait que vous voyez des immeubles de partout, des grands axes de circulation. Par contre, les canalisations ne sont pas forcément toujours mises en place. Ce qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui, quand vous devez poser une canalisation d'assainissement, de pouvoir la poser, de pouvoir ouvrir une tranchée. Lorsque vous avez des axes de circulation qui sont très chargés, de nombreux réseaux existants, des barrières naturelles et également une nappe phréatique affleurante. Et donc nous, ce qu'on propose simplement, c'est de poser les canalisations par la technologie donc, du micro-tunnel ou du tunnel et de passer en dessous de toutes ces contraintes et de s'en affranchir. Alors, vous avez lancé récemment de grands chantiers en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en effet, donc nous avons signé une première opération avec l'entreprise PFO. Donc PFO, c'est le leader en Côte d'Ivoire de la construction. Et ce projet consiste à réaliser un micro-tunnel de 1800 de diamètre sur 1 km pour traverser la ville d'Abobo, depuis le rond-point de la mairie, pour drainer les eaux pluviales de la trémie autoroutière qui est en cours de construction. Donc c'est un projet qui va démarrer pour nous cet été et qui va durer entre 5 et 6 mois environ. Et nous sommes actuellement en cours de finalisation d'une autre opération également sur la route du Nord, donc au nord de Yopougon, pour réaliser le franchissement de cette route à 3 reprises, de la même façon pour drainer les eaux pluviales, tout en maintenant la circulation sur l'autoroute. Une journée comme celle-ci où il y a potentiellement des rencontres avec des investisseurs, avec des partenaires, avec aussi des acteurs qui peuvent aussi être dans votre domaine. C'était une journée importante pour vous ? Oui, bien sûr. Et puis notamment, nous sommes très en lien avec BPI pour regarder avec les donneurs d'ordre des solutions globales en incorporant également les solutions de financement. Nous avons une très belle journée. Qu'est-ce qui vous a inspiré, par exemple, aujourd'hui, dans les différentes interventions qu'il y a pu avoir ? J'ai trouvé que c'était bien parce que très varié. On sent qu'il y a tout type de domaine, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'agriculture. Donc c'est bien. Et puis ça montre que l'investissement français est partout en Afrique. Merci beaucoup Jean-Mathieu Montalegre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup madame. Bonjour, écoutez, ravi d'être là aujourd'hui dans cet événement un peu particulier puisqu'on est à Abidjan et puis on est à Vivatech dans quelques jours. Donc on est un peu quantique dans cet événement. Je suis avec Laurine et Omar. Alors peut-être je vais vous laisser vous présenter. Laurine. Enchantée, merci. Donc je suis Laurine Questiolson, franco-ivoirienne et je suis fondatrice d'une société qui s'appelle Birimian Ventures, une société d'investissement dédiée à l'accompagnement opérationnel, stratégique et financier de marques de luxe et premium d'origine africaine. Super, merci. Et Omar ?
Bonjour, je suis Omar Cissé, serial entrepreneur, copromoteur de 2SI, copromoteur de Teranga Capital, un fonds d'investissement basé au Sénégal, dirigé le premier incubateur CETIC Dakar et aujourd'hui je dirige InTouch Group qui est une fintech qui est présente dans 10 pays en Afrique. Super, alors vous êtes des spécialistes de la tech africaine. Moi j'ai eu la chance de passer juste quelques jours après plusieurs années sans être revenu. J'ai trouvé que ça avait beaucoup bougé. Donc est-ce que vous pouvez me dire l'un et l'autre un peu qu'est-ce qui a bougé justement dans la tech africaine? Et puis on parlera après peut-être de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer une étape supplémentaire. Bien sûr, alors je vais m'essayer à 2 secteurs qui sont mes secteurs, je dirais, de prédilection. D'abord, premièrement, le secteur financier. Ce qui a bougé, c'est véritablement ces sauts technologiques. Donc effectivement, dans tout ce qui est mobile, l'Afrique a été en avant et a mis en place des services financiers par le mobile. Et aujourd'hui, il y a une accélération de tous ces services-là avec des vraies banques mobiles qui ont des capacités de collecte d'épargne dans des endroits profondément reculés. Et donc en fait, ce qui est passionnant avec la tech africaine, c'est qu'elle s'adapte finalement aux contraintes auxquelles nous faisons face. Et le deuxième secteur, qui pour moi est totalement aussi impressionnant, c'est celui de la créativité, puisqu'aujourd'hui, l'Afrique montre l'exemple en étant le continent qui a créé le premier, ce qu'on appelle des DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui sont des marques qui n'existent que par le digital et qui ont des réseaux de distribution essentiellement digitaux. Et aujourd'hui, on voit ces phénomènes, on les observe en France et en Europe depuis quelques années. L'Afrique les a créés, ces DNVB, il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, nous étions sur ce plateau avec la première DNVB africaine, qui était Losa Maléombo, et qui existe depuis une dizaine d'années. Et c'est ça, fondamentalement, ce qu'il y a de nouveau sur la tech africaine. Et j'ai vu hier un projet justement d'une DNVB de produits africains qui se vendent en Europe ou aux États-Unis. Et donc on voit bien ce pont où effectivement le digital permet de montrer le meilleur de la créativité et de profiter des marchés occidentaux. Et voilà. Absolument. Omar, peut-être toi avec ton expérience. Je pense que ce qu'on voit beaucoup, en tout cas dans le domaine que je connais très bien, qui est le domaine de la fintech, c'est toute une structuration de l'écosystème qui est en train de s'opérer. En Afrique, on a vu à un moment donné un boom dans la formation parce que pour moi, ça part de là, les ressources humaines. On allait beaucoup se former à l'étranger. De plus en plus, on a vu des écoles se créer et donc accueillir même d'autres qui viendraient d'autres régions. Dans un pays comme le Sénégal, on accueille des Marocains et autres, par exemple, dans cette formation. Et on a vu par la suite beaucoup de structures d'accompagnement se créer. On parle de coworking space, on parle d'incubateurs, on parle d'accélérateurs, beaucoup qui ont fait que beaucoup de startups sont nées. Et nous sommes arrivés à une phase où ces startups commencent à être matures et le financement s'est beaucoup développé. On a des fonds d'investissement comme Teranga Capital auxquels j'ai participé à la mise en place, d'autres fonds qui sont arrivés en Afrique comme Partech qui sont spécialisés dans les technologies et qui sont arrivés à un moment donné où il y a une masse critique de startups qui pouvaient accueillir ces investissements-là. Vous n'êtes pas sans savoir que pas plus tard que dans 2020, nous avons pu l'investissement en Afrique est autour d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Donc ce qui est très important et cela va croissant aujourd'hui d'année en année. Donc on voit bien entre le digital qui amène les fintech et les nouveaux modèles économiques et puis une dynamique entrepreneuriale qui s'est mise en place. On sent bien effectivement la nécessité je trouve, d'aller encore plus loin dans les fonds d'investissement qui vont pouvoir permettre de faire grandir et d'une certaine façon cet événement aujourd'hui c'est aussi le début d'une dynamique pour faire grandir encore l'écosystème des investisseurs. Tu disais, ça m'intéressait d'avoir votre avis sur les ressources humaines. Je pense qu'évidemment c'est clé. Qu'est-ce qu'on peut faire en particulier, c'est vrai que je le vois en France de ma fenêtre où l'écosystème a pas mal grandi aussi. Il y a plein de compétences, de gens qui sont venus en France à un moment, ont participé d'une aventure. Et il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont dit, mais s'ils revenaient à un moment participer, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui peut avoir du sens pour aider à accélérer l'écosystème? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en fait c'est trop compliqué? Moi j'ai l'impression qu'il y a plein d'opportunités,
qui peuvent permettre à... Mais naturellement, bien sûr. Aujourd'hui, fondamentalement, nous sommes prêts à bénéficier de cette aide, à bénéficier et puis de ce savoir-faire aussi. La French Touch, c'est ce qui vous différencie. Et c'est cette capacité vraiment à créer des écosystèmes qui sont fertiles. Aujourd'hui, nous avons des idées, nous avons le talent, mais nous n'avons pas cet écosystème et nous ne pouvons pas le réinventer. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, bien sûr qu'avoir des partenariats stratégiques avec des acteurs français qui viendraient nous épauler en fait, dans la création de ces écosystèmes et de nous donner accès aussi aux vôtres, ça permettrait effectivement d'accélérer notre déploiement. Tout à fait. Et moi, dans mon esprit, c'était vraiment aussi des gens, des Ivoiriens qui sont venus un moment pour leur parcours en France, participer d'une vie et leur dire, mais en fait, en Côte d'Ivoire, vous avez au Sénégal, au Maroc, vous avez aujourd'hui toutes les opportunités, peut-être même encore avec plus de potentiel, parce que c'est devenu très compétitif en France et en Europe. Revenez, il y a des talents, il y a de l'énergie, il y a des capitaux. Je ne sais pas si... C'est un mouvement d'ailleurs qu'on observe depuis un moment. Hein. Quand je dirigeais l'incubateur au niveau de Dakar, 9 startups sur 10 que j'accompagnais dans un des programmes étaient montées par des personnes de la diaspora qui sont rentrées. Aujourd'hui, dans l'entreprise que je dirige au niveau de InTouch, 50% de mon codir est composé de personnes de la diaspora qui sont rentrées. Je pense que de plus en plus, la diaspora est consciente du fait qu'il y a des choses à faire et que c'est le moment de le faire. Maintenant, il faut un peu plus d'opportunités. Un peu plus d'opportunités et moi, en tout cas, le message que j'essaie de faire passer au quotidien, c'est de dire les opportunités, c'est à vous de les créer et il faut venir les créer parce qu'elles sont là. Disons que la différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet et grâce aujourd'hui à l'événement que nous avons, nos histoires parcourent le monde. Et donc aujourd'hui, nous sommes aussi une source d'inspiration parce que nous étions diaspora et nous sommes revenus. Et donc, à travers nos histoires, à travers les fenêtres que vous nous donnez comme opportunité de nous exprimer, bien évidemment que nous appelons la diaspora à nous regarder et à venir participer au mouvement. Alors moi, je vous donne rendez-vous parce que c'est l'engagement que je suis prêt à prendre avec vous. On fait un événement, on a au Hub à BPI France, on a un beau lieu et vous venez raconter votre histoire et on va réunir la diaspora et on va leur dire voilà, il y a des beaux exemples, il y a des super projets, n'hésitez pas à venir voir et peut-être à rechanger de vie. Votre pays a besoin de vous aussi et ça nous fera des connexions avec encore plus entre la France et l'Afrique dont on a tous besoin. Rendez-vous pris parce que nous avons besoin de toutes ces forces vives pour faire changer les choses durablement. Donc nous serons là. Ok, super. Omar, c'est bon pour toi? C'est parfait. Rendez-vous pris. Rendez-vous. Merci à tous les deux. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Fadima Khan, bonjour. Vous êtes directrice de Scale ES Partners. Qu'est-ce que fait exactement Scale ES Partners? Donc bonjour et merci de me recevoir. Donc effectivement, je m'appelle Fadima Khan. Je suis franco-sénégalaise et donc la pratique Scale au sein du cabinet ES Partners, c'est notre pratique d'accompagnement et de développement des entrepreneurs. Alors, l'approche capital intelligent propre à ESP pour l'accompagnement des entrepreneurs, comme vous le disiez, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? D'accord. Je vais commencer d'abord par pourquoi c'est important. Notre approche à ESP, c'est de se dire qu'on essaye au plus proche, dans tout ce qu'on fait, de comprendre d'abord la réalité sur le terrain. Donc, ESP, régulièrement, on interroge les entrepreneurs. On a interrogé 5000 entrepreneurs en Côte d'Ivoire en 2018. On en a fait à peu près 600 cette année et on le fait dans plusieurs pays d'Afrique, que ce soit au Rwanda, en Guinée, au Sénégal. Et depuis 2014, on a accompagné 1000 entrepreneurs sur 7 pays. Donc, ce qu'on a appris, c'est que majoritairement, les entrepreneurs ont besoin non seulement de financement, évidemment, mais ils ont besoin de ce qu'on appelle la bonne combinaison d'accès au bon financement et à la bonne assistance technique. Et ce matin, ça a été encore confirmé par les différents panels, puisque, y compris sur la question du financement, on a parlé de cette question de
Alors, est-ce qu'il y a un problème de déjà une bonne offre de financement adéquate ici en Côte d'Ivoire? Et alors, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a ce problème-là qui existe aujourd'hui? C'est ça la problématique. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, quand on dit déjà bonne assistance technique, c'est que les entrepreneurs n'ont pas besoin forcément de formation, mais ils ont besoin d'une assistance très pratique, d'accès à des expertises très poussées, à de la mise en relation commerciale et d'accès au marché. Et quand on parle d'accès au financement adéquat, c'est tout d'abord la question de est-ce qu'ils ont besoin de financement d'investissement long terme? Est-ce qu'ils ont besoin de financement pour accès à des compétences techniques? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'un financement de fonds de roulement? Donc aujourd'hui, c'est des choses... Et aussi, est-ce qu'ils ont la capacité de rembourser ou de générer le retour sur investissement qui est attendu? Et malheureusement, aujourd'hui, comme ça a été souligné ce matin, il manque une diversité de solutions de financement pour les entrepreneurs. Et comment est-ce que vous accompagnez ce financement, ce capital intelligent, justement? D'accord. Donc aujourd'hui, ESP, on a la chance d'avoir des partenaires internationaux qui nous font confiance, qui comprennent ce qu'on essaye de faire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 9 programmes d'accompagnement d'entrepreneurs que l'on a mis en place sur 7 pays africains, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, au Rwanda, dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, et avec des partenaires comme Mastercard Foundation, l'USAID, la coopération même française. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part, dans les programmes, comme j'ai dit, on accompagne les entrepreneurs, on a des diagnostics individuels, on fait intervenir des expertises très poussées. On a des partenariats avec des cabinets comptables, avec des cabinets en excellence opérationnelle. On a des experts commerciaux. Mais aussi au niveau du financement, on essaye de mettre en place des véhicules de financement sous forme de subventions, de financement d'amorçage, de dette à 0%, de financement avec des remboursements différés. Donc on essaye vraiment, selon la taille de l'entreprise, d'apporter la solution la plus adaptée. Très rapidement, le point de départ du succès pour vous, c'est l'état d'esprit entrepreneurial, c'est ça? Comment, justement, est-ce que l'on est sûr que l'on va avoir des entrepreneurs sur lesquels eh bien, on peut miser, sur lesquels on est prêt à prendre des risques, en quelques mots? Je pense qu'on n'est jamais vraiment sûr. C'est un risque, c'est un pari. Et c'est justement le thème d'aujourd'hui, l'audace. Donc je pense en fait que ce que l'on fait, c'est qu'on essaye, on parle aux entrepreneurs, on travaille ensemble. Et puis on regarde si ça fonctionne ou pas. Et j'aimerais inviter vraiment tous les acteurs, tous les partenaires aujourd'hui à faire ce pas, à rechercher des nouvelles solutions pour les entrepreneurs et à faire partie de la solution tout simplement. Merci beaucoup Fadima Khan d'avoir été avec nous sur ce plateau Inspire and Connect. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Bonjour Zoé Noël, vous êtes responsable communication de l'Institut français où nous nous trouvons pour cette journée spéciale BPI France Inspire and Connect et vous êtes accompagnée sur ce plateau de Dr Zié Koulibaly. Vous êtes directeur délégué de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, on le disait, dans vos murs, hein. On est chez vous pour cet événement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mission qui est celle de l'Institut français en Côte d'Ivoire? Bonjour, oui, donc nous sommes ici à l'Institut français de Côte d'Ivoire et nous sommes un petit peu au cœur de notre mission aujourd'hui, puisque l'Institut français de Côte d'Ivoire accueille, produit et diffuse les cultures françaises, francophones, mais également africaines, et est un lieu où s'échangent la pensée, les cultures et les langues. Donc voilà, c'est un petit peu ce lieu de vie dans lequel tout se passe et où on rêve l'avenir. Inspiré et connecté, Dr Zié Koulibaly, c'est au cœur de cette journée de BPI France. Oui. Est-ce que vous avez été inspiré par ce qui a été dit aujourd'hui tout au long de cette journée par des intervenants, par des acteurs? J'avoue que depuis que je suis à l'Institut français, ça fait quand même 4 à 5 ans maintenant que je suis là. C'est la première fois que je vois une activité de cette envergure-là et je veux dire que la façon de l'organiser, la façon de le mener depuis le matin jusqu'à maintenant m'inspire d'autres types d'événements et c'est pas seulement pour reprendre le terme inspire, mais je pense que vous avez transformé l'autre institut. Elle vous a dit que c'est un lieu de diffusion, de rencontres. On a fait beaucoup de choses ici, mais ce que je viens de voir là, ça me donne l'idée que je peux encore faire plus. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Alliance ICC? Qu'est-ce que c'est et quels sont ses objectifs?
L'Alliance ICC, c'est un programme que nous avons conçu avec d'autres partenaires pour essayer d'encadrer et d'aider, d'appuyer le secteur culturel local, les entreprises culturelles locales, pour leur permettre non seulement de faire ce qu'ils ont envie ils peuvent faire. Ils ont beaucoup d'idées, ils sont pleins de créativité. Comme on parle d'industrie culturelle et créative, ils ont beaucoup d'idées. Malheureusement, il leur manque suffisamment, très souvent, les outils, la méthode de travail. C'est ce que nous leur apportons dans un cadre de lab, comme une sorte d'atelier, et ensuite dans un cadre où on les met en réseau les uns avec les autres pour permettre de travailler plus en synergie. On parle de la culture, de l'industrie culturelle. Il y a aujourd'hui des différents acteurs, des investisseurs potentiels, des partenaires potentiels. Est-ce qu'il est aussi dans votre mission important de pouvoir accompagner aussi financièrement, ou du moins d'accompagner ceux qui souhaiteraient se développer dans la culture pour qu'ils puissent avoir accès à des financements ? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas notre mission première, puisque, avant toute chose, on va aider les artistes en direct, mais on aide à la production de spectacles. Mais comme le disait le directeur délégué, c'est vrai qu'à travers Alliance ICC, on veut justement évoluer vers cet accompagnement en faisant ce que nous, on sait faire de mieux, c'est-à-dire essayer de mettre en contact les gens d'une part et être accompagné par l'intégralité de l'équipe France, dont l'AFD, BPI bien sûr, Proparco, l'ambassade de France et ES Partner, qui met en œuvre le programme d'Alliance ICC et qui nous aide à structurer ce secteur et accompagner. Donc là, on a actuellement 13 entrepreneurs, on en aura 25 sur 2 ans, qu'on accompagne pour les aider dans la structuration, dans la recherche de financement et voilà, pour devenir ce qu'ils doivent vraiment être. Un événement comme celui-ci, ça permet, donc on l'a dit, d'être inspiré, de se connecter, mais aussi c'est un message pour la jeunesse qui a envie d'entreprendre, qui a envie de prendre des risques. Votre mission, c'est aussi de pouvoir ouvrir vos portes et d'accompagner ceux qui ont des idées. On offre des opportunités à toute la jeunesse ici à l'Institut français de pouvoir réaliser son rêve tant qu'il est culturel. Nous, on ne peut pas faire plus que cela, mais en ce qui concerne la culture, on a investi sur beaucoup de plans, comme elle l'a dit, au niveau des ICC. On a investi à accompagner les créateurs. On fait des résidences ici, aussi bien au niveau de la peinture, des arts visuels que au niveau des arts vivants. On vient de faire la semaine dernière pour la danse. On est investi dans tous les domaines de la culture et de la création. Mais justement, on veut les aider à être inspirés et à réaliser leurs rêves. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau avec nous. C'est nous qui sommes heureux d'avoir participé à l'événement. Merci beaucoup.